1492. Une date qui changera à jamais le cours de l'histoire humaine. À partir de ce moment de l'histoire, les événements vont se bousculer et vont transformer, pour le meilleur et pour le pire, la vie des êtres humains dans les Amériques, en Europe et en Afrique. Cette terre montagneuse au milieu des Caraïbes, où vivaient les Taïnos, n'était pas un reste. Qui étaient les premiers habitants de cette terre? Dans ce premier épisode de notre série sur l'histoire d'Haïti, nous verrons ensemble d'où ils viennent. Comment vivaient-ils? Nous verrons comment tout a commencé, et aussi, comment, et qui va tout faire basculer en 1492. Les premières preuves de présence humaine dans les Amériques remontent à au moins 15 000 ans lors de la dernière période glaciaire. La théorie est que les gens ont traversé un pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska, connu sous le nom de Béringie, qui a été exposé en raison de la baisse du niveau de la mer. Ce pont terrestre reliait l'Asie et l'Amérique du Nord, permettant aux premiers humains de migrer de l'Asie vers les Amériques. Des découvertes archéologiques récentes, telles que les anciennes empreintes de pas trouvées sur la côte pacifique du Canada en 2018, suggèrent que les humains sont peut-être arrivés dans les Amériques plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, peut-être jusqu'à 15 000 ans ou même plus tôt. Cependant, d'autres recherches et analyses sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour mieux comprendre l'histoire complexe et dynamique de la migration et de l'établissement humain dans les Amériques. Les premières personnes à migrer vers les Amériques étaient probablement des chasseurs-cueilleurs nomades qui suivaient des troupeaux de grands mammifères, tels que des mammouths et des bisons, alors qu'ils se déplaçaient à travers le continent. Ces premiers peuples possédaient de simples outils de pierre et comptaient sur la chasse et la cueillette pour leur subsistance. L'île d'Hispaniola, qui est maintenant divisée entre Haïti et la République dominicaine, a d'abord été peuplée par des peuples autochtones connus sous le nom de Taïnos. Le moment exact de l'arrivée des Taïnos sur l'île est incertain, mais on pense qu'il s'est produit, il y a environ 5000 ans, sur la base de preuves archéologiques. Des preuves linguistiques suggèrent que le peuple taïno pourrait provenir des peuples de langue arawak de la région du fleuve Orénoque en Amérique du Sud. Certains chercheurs pensent que la langue taïno a évolué à partir d'une langue arawak antérieure parlée dans la région. Des preuves archéologiques soutiennent également la théorie selon laquelle le peuple taïno a migré d'Amérique du Sud vers les îles des Caraïbes. Les fouilles de sites archéologiques sur les îles ont révélé des similitudes dans les styles de poterie, les pratiques agricoles et d'autres éléments culturels entre les peuples taïno et arawak d'Amérique du Sud. On pense que les Taïnos se sont progressivement installés sur les îles d'Hispaniola, de Porto Rico, de la Jamaïque et d'autres îles voisines. Certains chercheurs suggèrent que le peuple taïno est peut-être arrivé sur les îles en canoë ou en radeau, tandis que d'autres pensent qu'ils ont peut-être voyagé à pied sur des ponts terrestres qui reliaient autrefois les îles à l'Amérique du Sud. Les Taïnos étaient une civilisation complexe et sophistiquée avec une culture et une organisation sociale riche. Leur société était organisée en chefferies, chacune avec son propre chef appelé cacique, qui supervisait les affaires politiques, économiques et sociales de leur communauté. Les chefferies étaient organisées de manière hiérarchique, chaque chefferie ayant un chef suprême, qui supervisait un groupe de chefs subordonnés. L'une des principales caractéristiques de la société taïno était son système agricole complexe. Les Taïnos d'Hispaniola et d'autres îles des Caraïbes cultivaient une variété de cultures, notamment le maïs, le manioc, les haricots et les patates douces. Ils pratiquaient également la pêche, la chasse et la cueillette, qui étaient d'importantes sources de nourriture et de ressources. Les Taïnos étaient également des artisans qualifiés, produisant une grande variété de produits, notamment de la poterie, des textiles, des sculptures et des bijoux. Ils étaient habiles dans le tissage et la filature, et fabriquaient également des sculptures en bois complexes et des sculptures en pierre. La religion a joué un rôle important dans la société taïno, les Taïnos pratiquant un système de croyances complexe et nuancé, qui comprenait diverses divinités et esprits.
Les Taïnos croyaient en un dieu créateur, ainsi qu'en une variété d'autres dieux et déesses associés à des aspects spécifiques du monde naturel, tels que le soleil, la lune et la mer. Ils croyaient également en l'existence d'esprits, y compris les esprits ancestraux, et avaient un système complexe de rituels et de cérémonies associés à leurs pratiques religieuses. La musique et la danse étaient également des éléments importants de la culture taïno, les Taïnos utilisant une variété d'instruments, notamment des flûtes, des tambours et des maracas. Ils avaient également une riche tradition de danse, avec de nombreuses danses associées à des cérémonies religieuses ou à d'autres événements importants. Mais alors que les Taïnos s'épanouissaient dans leur propre monde, leur vie était sur le point d'être changée à jamais par un homme né à plus de 7000 km d'eux. Il s'appelait Christophe Colomb. Christophe Colomb était un explorateur italien né à Gênes, en Italie, en 1451. Il était le fils d'un tisserand de laine et avait peu d'éducation formelle, mais il s'est intéressé à la géographie et à la navigation dès son plus jeune âge. Colomb est devenu marin à l'âge de 14 ans, travaillant sur divers navires et devenant finalement capitaine. En 1477, Colomb a déménagé au Portugal, où il a commencé à développer son idée de trouver une nouvelle route vers l'Asie en naviguant vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Il croyait qu'en faisant cela, il pourrait établir une route commerciale lucrative pour la couronne espagnole, ce qui aiderait à financer une croisade chrétienne, pour reprendre la Terre Sainte du contrôle musulman. En 1484, Christophe Colomb présenta son plan au roi Jean II du Portugal, mais le roi le rejeta. Colomb se tourne alors vers l'Espagne où il veut gagner le soutien du roi Ferdinand II et de la reine Isabelle Ier de Castille. Le 1er mai 1486, l'autorisation ayant été accordée, Colomb présenta ses plans à la reine Isabelle, qui, à son tour, les renvoya à un comité. Les érudits espagnols, comme leurs homologues portugais, ont répondu que Colomb avait grossièrement sous-estimé la distance à l'Asie. Malgré ce rejet, les souverains décident de prendre Colomb sous leur protection, afin qu'il ne vende pas son idée ailleurs, et aussi qu'ils puissent garder leurs options ouvertes. Mais après plusieurs années de lobbying, Colomb reçut finalement en 1492 l'approbation des monarques pour financer son voyage. Après avoir reçu l'approbation du roi Ferdinand et de la reine Isabelle pour entreprendre son voyage, il a commencé les préparatifs de l'expédition. Colomb a passé plusieurs mois à rassembler des fournitures et à recruter des membres d'équipage pour le voyage. Le recrutement de l'équipage posera néanmoins quelques problèmes. Peu de personnes étaient prêtes à se porter volontaires pour ce voyage. Le frère franciscain Antonio de Marchena jouera un rôle notable, notamment en permettant à Christophe Colomb de rencontrer et de convaincre les frères Pinzon, dont l'influence locale était grande. Cependant, 4 prisonniers, dont un condamné à mort pour meurtre, furent graciés et libérés de prison pour compléter l'équipage. Le frère de Colomb, Bartolomeo, qui a servi comme capitaine du navire Pinta, faisait également partie de l'équipage. Un autre défi auquel Colomb a dû faire face était de trouver suffisamment de financement pour l'expédition. Bien que les monarques espagnols aient accepté de financer le voyage, ils n'ont fourni qu'une partie des fonds nécessaires. Colomb a dû lever le reste de l'argent en empruntant à de riches amis et associés d'affaires. Enfin, le soir du 3 août 1492, Christophe Colomb quitta Palau de la Frontera avec 3 navires. La plus grande était une caraque, la Santa Maria, détenue et dirigée par Juan de la Cosa, et sous le commandement direct de Christophe Colomb. Les 2 autres étaient des caravelles plus petites, la Pinta et la Nina, pilotées par les frères Pinzon. Environ 90 hommes composaient cet équipage. Colomb a d'abord navigué vers les îles Canaries. Là, il a réapprovisionné et effectué des réparations, puis est parti de San Sebastián de la Gomera le 6 septembre, pour ce qui s'est avéré être un voyage de 5 semaines à travers l'océan. Le voyage a été difficile, l'équipage étant confronté à de nombreux défis, notamment des tempêtes. L'une des tempêtes les plus violentes s'est produite dans la nuit du 13 septembre 1492, alors que la flotte se trouvait encore dans l'océan Atlantique. La tempête était si intense que les navires ont été séparés, la Pinta et la Nina s'éloignant de la Santa Maria. L'équipage était terrifié, et Colomb lui-même craignait qu'ils ne périssent tous dans la tempête. Cependant, les navires ont réussi à survivre, et ils se sont finalement regroupés après le passage de la tempête. Alors qu'ils naviguaient vers l'ouest, l'équipage faisait également face à une lutte constante pour maintenir ses approvisionnements en nourriture et en eau. Ils ont été contraints de rationner leurs provisions et de compter sur l'eau de pluie pour boire et cuisiner. Le voyage a été éprouvant physiquement et mentalement, et de nombreux membres d'équipage sont tombés malades ou sont morts de maladie. Selon le journal de Colomb, 5 membres d'équipage sont morts pendant le voyage, mais d'autres sources suggèrent que le nombre aurait pu être plus élevé. De plus, certains membres d'équipage doutaient des capacités de Colomb en tant que navigateur et n'étaient pas d'accord avec ses décisions sur la façon de procéder pendant le voyage. Cela a conduit à des mutineries à plusieurs reprises, certains membres d'équipage menaçant même de renverser Colomb par-dessus bord et de retourner en Espagne. Le 7 octobre, l'équipage repère d'immenses nuées d'oiseaux.
Le 11 octobre, Colomb a changé le cap de la flotte vers l'ouest et a navigué toute la nuit, croyant que la Terre allait bientôt être trouvée. Vers 2 heures le lendemain matin, un guetteur sur la Pinta, Rodrigo de Triana, a repéré la Terre. Le capitaine de la Pinta, Martin Alonso Pinzon, a vérifié la vue de la Terre et a alerté Colomb. Colomb a soutenu plus tard qu'il avait déjà vu une lumière sur la Terre, quelques heures plus tôt, réclamant ainsi pour lui-même la pension à vie promise par Ferdinand et Isabelle à la première personne à apercevoir la Terre. Dans la matinée, Colomb et les frères Pinzon ont pris un bateau et ont atterri sur une petite île, nommée Guanahani par ses habitants taïnos. Le navigateur fit enregistrer sa prise de possession, au nom de la reine de Castille, par le notaire qui les accompagnait. Il lui a donné l'un des noms du Christ, San Salvador, et s'est proclamé vice-roi et gouverneur général. Lorsque Colomb et son équipage sont arrivés à Guanahani, ils ont été accueillis par un groupe de taïnos, qui sont venus à la plage pour les accueillir. Les taïnos étaient curieux en voyant les nouveaux arrivants, et ils ont apporté des cadeaux de nourriture et d'eau aux marins. Colomb a été frappé par la beauté et la simplicité du mode de vie taïno. Il les a décrits comme pacifiques et généreux, et il a écrit dans son journal qu'ils étaient les meilleures personnes du monde, et surtout les plus douces. Colomb a été impressionné par l'agriculture des taïnos, leur habileté à faire de la poterie et leurs maisons simples mais élégantes. Malgré la convivialité initiale entre les deux groupes, il y avait aussi des différences culturelles importantes et des malentendus. Les taïnos n'avaient aucune notion de propriété foncière, et ils ne comprenaient pas les prétentions de Colomb de prendre possession de leur île au nom des monarques espagnols. Colomb a également eu du mal à communiquer avec les taïnos, car ils ne parlaient pas leur langue, et devait compter sur des interprètes. Croyant avoir atteint les côtes de l'Inde, Christophe Colomb appela ces indigènes indiens. Il était intrigué aussi par les bijoux en or, dont ces indiens se paraient. Il rapporte que, lors de ce premier contact, communiquant par gestes, à force de répétition, et malgré quelques incompréhensions, les taïnos leur ont dit que l'or se trouvait en grande quantité sur une grande île située au sud-est, habitée par des populations de cannibales qui leur sont hostiles. Le 28 octobre, Christophe Colomb débarque dans une baie aujourd'hui appelée baie de Bariais. Il donna à l'île, aujourd'hui Cuba, le nom de Juana, en l'honneur de l'enfant Don Juan, fils des rois catholiques. Le 12 novembre, les navires repartent. Le 23 novembre, Christophe Colomb perd de vue la Pinta et accuse Martin Alonso Pinzon de désertion. En réalité, Pinzon était parti seul explorer la terre soi-disant convoitée du Japon. Colomb est retourné à Cuba, où il a entendu parler d'une île à l'est appelée Boyo par les indigènes. Il remit les voiles le 4 décembre et le 6 décembre, il posa le pied sur l'île, et la baptisa du nom d'Hispaniola, la Espanola, l'Espagnol, car cela lui rappelait les campagnes de Castille. Il avait atteint l'île que ses habitants appelaient Haïti ou Quisqueya. Ce sont les deux principaux noms utilisés par le peuple taïno pour leur terre natale. Haïti signifiait pays des hautes montagnes, tandis que Quisqueya signifiait mer de toutes les terres.